Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le président du Faso nous fait le point de sa participation au premier sommet de l'Alliance solaire internationale en Inde. Et puis les États-Unis prêts à intervenir une fois encore en Syrie si un cessez-le-feu de 30 jours n'est pas signé immédiatement. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci de votre constante fidélité sur les antennes de la télévision de la famille. Comme je le disais en titre, le président du Faso a regagné Ouagadougou cet après-midi après sa participation au premier sommet de l'Alliance solaire internationale en Inde. Il a fait un bilan de son voyage à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est un reportage de Moïse Kinda. Le Burkina Faso fait partie des premiers pays membres fondateurs de l'Alliance solaire internationale. La participation du pays des hommes intègres à ce premier sommet a pour but de réaffirmer le choix pour faire en sorte que l'énergie solaire puisse représenter 30% de l'énergie utilisée au Burkina Faso. Cette première conférence de l'Alliance solaire internationale vise à lutter contre le changement climatique en accélérant la révolution de l'énergie solaire. Selon Rochmar Christian Kaboré, il s'agit d'une mission très brève à New Delhi, mais positive. Alors, je voudrais dire que l'Alliance veut être un cadre de coopération, un cadre où, évidemment, entre ceux qui ont des gisements solaires d'une part et ceux qui ont la technologie, nous pouvons faire en sorte non seulement de rechercher les financements nécessaires pour appuyer justement cette transformation nécessaire. C'est pourquoi nous avons dit que si au niveau de l'Alliance nous mettons ensemble nos moyens financiers et nos intelligences, nous pourrons faire en sorte que le secteur solaire soit un véritable vecteur de transformation économique et sociale pour notre pays, tout en luttant également contre les changements climatiques qui sont également, je dirais, un fléau important au niveau mondial et dont les répercussions aussi se sentent au niveau national. Nous avons profité de ce séjour également pour avoir une rencontre avec le Premier ministre indien. C'est une rencontre qui nous a permis de faire le bilan de la coopération exemplaire qui existe entre nos deux pays et de dégager également des pistes nouvelles dans lesquelles ces coopérations vont se consolider, notamment en ce qui concerne les questions de l'énergie solaire, en ce qui concerne les questions relatives à la santé, à la production de produits pharmaceutiques, etc. Ça a été également l'occasion pour nous de rencontrer le président du Ghana sur des sujets également qui préoccupent nos deux pays. Premièrement, c'est la question de l'interconnexion entre le Ghana et le Burkina Faso qui accuse un retard du côté ghanéen de plusieurs mois. Et nous avons eu de longues discussions là-dessus et le Ghana s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que d'ici la mi-avril, cette interconnexion de 50 MW puisse être opérationnelle. Le second point sur lequel nous avons eu des échanges également, c'est la question du chemin de fer entre le Ghana et le Burkina Faso, puisque, comme vous le savez, les ministres déjà sont en discussion là-dessus. Et lorsque nous sommes arrivés en Inde également, nous avons rencontré des opérateurs, je dirais, de chemin de fer qui étaient en discussion avec le Ghana. Et nous avons souhaité en tout cas que nous puissions mettre en commun, je dirais, ces discussions-là de manière à tirer le meilleur profit éventuel du choix que nous ferons sur celui qui va opérer et travailler donc à la mise en place du chemin de fer. Et enfin, nous avons engagé une discussion également sur la question du pipeline pour le transport des hydrocarbures depuis le port de Tema jusqu'au Burkina Faso. Donc ça, c'est un projet sur lequel il faut que les équipes se rencontrent de manière à consolider un peu notre vision sur ce point.
Après la barbarie du 2 mars dernier, les amis du Burkina Faso sont toujours à son côté pour lui témoigner leur sympathie et leur solidarité. Ce matin, c'est une délégation ghanéenne conduite par son ministre de la Sécurité qui a été reçue par le Premier ministre Paul Kabatieba. Yasmina Djigamde et Dieudonné Koumsaga nous font l'économie de cette audience. Depuis l'assaut simultané de l'état-major et de l'ambassade de France du 2 mars dernier, les autorités étrangères se sont succédé au Burkina Faso pour apporter soutien et réconfort au gouvernement burkinabé. Aujourd'hui 13 mars, c'est le tour du Ghana. Une délégation ghanéenne, conduite par son ministre de la Sécurité, accompagnée par son homologue du Burkina, a été reçue par le Premier ministre Paul Kabatieba. Nous avons été mandatés par le président du Ghana pour venir au Burkina Faso dans le cadre des attaques terroristes récentes qui ont été perpétrées sur Ouagadougou et pour venir vous témoigner de notre solidarité et de vous montrer que si tout ce qui touche le Burkina Faso et touche le Ghana également et de partager la douleur qui a été engendrée par ces terrorismes. Une délégation de haut niveau constituée du chef d'état-major des armées du Ghana, le DG de la police nationale empêché, mais représenté par son adjoint, et tous les chefs des agences de la défense et de la sécurité ghanéenne. Le terrorisme étant un problème sous-régional, le Ghana se sent concerné, martela le premier patron de la sécurité ghanéenne. Le terrorisme n'est pas limité qu'au Burkina Faso, mais c'est un problème sous-régional. Donc effectivement, nous sommes là pour lutter contre ce phénomène, ensemble. Après la primature, le ministre de la Sécurité ghanéenne a conduit sa délégation chez son homologue burkinabé, dans les locaux du ministère de la Sécurité. L'Union générale des étudiants burkinabés a rencontré les hommes de médias cet après-midi en vue de dépeindre la situation qui prévaut actuellement dans les universités publiques suite à l'affaire Bahan Yeniko. Plus de précisions avec Delphine Banissi et Dieudonné Koumsaga. L'Union générale des étudiants burkinabés a encore donné de la voix ce mardi. Cette fois-ci, c'est l'affaire Bahan qui est à l'ordre du jour. Bahan Yenilo est cet étudiant-là qui a été accusé d'agression physique sur son délégué de classe. Cependant, conduit en conseil de discipline, la sanction était de présenter des excuses publiques au chef de classe. Bien que cela fût fait, l'étudiant Bahan Yenilo s'est vu refuser le droit à toute inscription à l'université de Ouagadougou, plus précisément à l'unité de formation et de recherche à lettres, arts et communication. Et les membres de l'Association nationale des étudiants du Burkina de revendiquer les droits de leurs camarades et de protester contre toute manipulation administrative. Les étudiants des universités publiques de Ouagadougou, sous la direction du comité exécutif de l'ANEB Ouaga, ont engagé une lutte pour l'annulation de la sanction grave, injuste et disproportionnée contre notre camarade Bahan Yenilo. En réalité, comme nous l'avons répété à maintes reprises depuis le début de cette crise, c'est la haine contre l'ANEB et ses militants qui est à la base de tous ces comportements antidémocratiques de nos autorités. À l'heure où nous nous adressons à vous, aucune solution satisfaisante ne nous a été proposée par les dits médiateurs. Contrairement à la preuve de bonne foi affichée de la part du comité exécutif de l'ANEB à travers la suspension du mot d'ordre de grève, suite à la demande de certains médiateurs, les autorités de l'université Ouaga 1 et de l'UFL LAC sont dans une attitude du jusqu'au-boutisme. Sinon, comment comprendre que notre camarade Bahan Yenilo, après avoir été rencontré par l'UNAPESB, sur conseil de cette dernière, se soit rendu à l'administration de l'UFL LAC pour présenter ses excuses, a été éconduit par le directeur de la dite UFR.
faut noter que suite à cette situation, un déploiement de forces de défense et de sécurité se perçoit sur tous les campus. Selon la lecture estudiantine, ces forces dites de sécurité, pour paraphraser le président de l'ANEB, ne sont pas là pour leur sécurité car, ajoute-t-il, leur présence sur le campus est inégale. Au lieu d'apporter des solutions judicieuses à cette crise, les autorités universitaires ont préféré déployer des forces dites de sécurité dans les espaces universitaires en violation des franchises et libertés académiques telles que le recommandent les déclarations de Kampala et Dar es Salaam. Fidèle à ces prises de position historiques, aux prises de position historiques du mouvement syndical estudiantin contre les dérives autoritaires, le comité exécutif dénonce le déploiement des forces dites de l'ordre dans tous les espaces universitaires, exige leur départ sans condition. En tout cas, les étudiants tous à l'unisson réclament la réintégration de leurs camarades au campus. En outre, l'ANEB réaffirme sa ferme volonté à faire du jusqu'au-boutisme comme le fait l'administration de l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo. Et à l'international, un cessez-le-feu immédiat de 30 jours en Syrie, c'est ce que les États-Unis réclament au Conseil de sécurité de l'ONU, auquel cas ils se disent prêts à intervenir à nouveau. Suivez plutôt. Les États-Unis réclament à nouveau un cessez-le-feu immédiat de 30 jours en Syrie. À l'ONU, l'ambassadrice Nikki Haley a menacé le régime de Bachar el-Assad d'une intervention si le Conseil de sécurité des Nations Unies n'agit pas en Syrie. En 3 semaines, près de 1200 civils ont été tués par les forces du régime, soutenues par leur allié russe. Les États-Unis restent prêts à agir si nous le devons. Ce n'est pas la voie que nous préférons, mais c'est celle que nous prendrons comme nous l'avons déjà prouvé et nous sommes prêts à recommencer. Plusieurs localités de cette banlieue rebelle assiégée depuis 2013 et désormais morcelée sont bombardées quotidiennement, tandis que la Turquie continue son offensive contre la milice kurde YPG à Afrin et contrôlerait à présent 60% de la ville. Les victimes de ces dernières semaines en Syrie viennent s'ajouter aux 350 000 morts comptabilisés depuis 8 ans par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un changement d'air historique, c'est ce qu'il convient d'appeler ce qui arrive au Cuba, où la famille Castro décide de se retirer de la gestion du pouvoir d'État qu'il tenait depuis 1959. 8 millions de Cubains étaient appelés aux urnes ce dimanche, un scrutin national décisif. Le nouveau Parlement doit en effet désigner le 16 avril prochain le futur leader du pays. Et pour la première fois depuis 1959, ce ne sera plus un membre de la famille Castro. Un changement d'air historique. Raúl, le président sortant et successeur de Fidel Castro, a annoncé en avril dernier son intention de quitter ses fonctions après avoir passé 10 ans au sommet de l'État. À 57 ans, c'est Miguel Díaz-Canel, l'actuel vice-président cubain, qui devrait lui succéder. Mais Raúl Castro devrait rester à la tête du Parti communiste cubain jusqu'en 2021. L'opposition, quant à elle, a dénoncé samedi des élections non démocratiques. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information que j'ai eu du plaisir à feuilleter avec vous. Rendez-vous demain pour d'autres actualités, dont la grâce du Seigneur.